Alors c'est vrai que la France, pour le coup, fait figure de lumière au niveau mondial à travers son incapacité à avoir une ligne directrice sur le front politique, à travers en gros le gros mois de juin qu'on a vécu et début juillet. La dissolution de l'Assemblée post-élection européenne nous amène à avoir assez peu de visibilité sur le sujet. Alors ça, on n'est pas là pour faire du commentaire politique. Nous, notre question fondamentale, c'est quid des conséquences sur l'économie et donc derrière sur les marchés financiers et immobiliers. Sur ce plan, force est de constater que beaucoup d'observateurs ont finalement fait tout ce qu'il fallait, utiliser les mots effondrement, insoutenabilité de la dette publique au regard de l'instabilité politique, des programmes de gauche, de droite qui vont nous mettre dans le mur, etc. Et la France va être sanctionnée au niveau international. Force est de constater qu'on est après la vague. Après, finalement, on est encore dans la phase d'instabilité politique, mais il n'y a pas eu d'effondrement, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu l'essai qui était, identifié par beaucoup, à travers une hausse des taux d'intérêt qui serait censée sanctionner l'instabilité politique française. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, l'effondrement n'est pas du tout notre scénario central, tout simplement parce qu'il y a une incompréhension en fait, des facteurs qui sont des facteurs déterminants au niveau des taux d'intérêt. L'effondrement, chez nous, économiquement parlant, n'aurait ou ne pourrait être que la conséquence d'une augmentation très forte des taux d'intérêt, tout comme l'Espagne, tout comme l'Italie en ont été victimes dans les années 2011-2012. Si les taux étaient montés à 7 ou 8%, là, en l'occurrence, on aurait pu vivre un arrêt cardiaque en économie qui évidemment se serait traduit à travers la perte de valeur des obligations, notamment souveraines et toutes les autres aussi, mais aussi en fait la perte sur les marchés actions. Ce n'est pas ce qu'on a constaté, tout simplement parce que la France n'est pas attaquée au niveau international. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais elle ne le sera pas, et ça pour le coup c'est une affirmation, tant que les investisseurs internationaux n'interpréteront pas l'instabilité politique française comme une forme de questionnement sur l'existence même de l'euro. C'est la solidarité à travers une zone monétaire unifiée, dans une zone monétaire unifiée, qui fait qu'aujourd'hui, la France est une partie de la zone euro et d'une certaine manière, elle pourrait être attaquée uniquement sur l'idée que l'euro vit finalement ces dernières heures à l'image de ce qu'on avait connu au moment de la crise des dettes souveraines. Tant qu'on n'a pas de remise en question de ce mot fondateur qui dessine le marché depuis maintenant 15 ans, whatever it takes, prononcé en juillet 2012 par Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, whatever it takes, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le directeur de la Banque centrale dit « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir la solidarité européenne ». Aujourd'hui, ce n'est pas l'instabilité politique qui remet en question cet axiome, cette idée fondatrice. Tant qu'elle est là, il n'y a pas de risque d'augmentation très forte des taux d'intérêt français, au-delà du raisonnable, et donc pas de risque d'effondrement. Ce que dit Pierre est vrai aussi en ce qui concerne l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, d'un point de vue journalistique, des commentateurs, est toujours en crise. Quand les prix montent, c'est une crise de l'immobilier. Quand les prix baissent, c'est une crise de l'immobilier. Ce qu'on a vu avec la dissolution, c'est que pendant 3 semaines, sur le marché le plus sensible qui est celui du résidentiel, il y a en fait eu une atonie, un arrêt des transactions, mais pas un craquage au niveau des prix. Et ça, c'est d'une certaine façon l'histoire de l'immobilier. Alors, on le voit tous sur le résidentiel, il n'y a pas de capitulation des vendeurs sur ce marché-là, pour des raisons qui sont aussi structurelles, comme le disait Pierre. C'est-à-dire qu'on est un pays à taux fixe, on est un pays où l'immobilier a pour fonction de préparer la retraite et donc d'être un investissement de long terme et donc de ne pas être une sorte de monnaie d'échange sur laquelle on va se placer de façon spéculative. Il y a aussi évidemment les expertises, les valorisations qui, en France, sont un peu plus retraitées des cas extrêmes, contrairement aux pays anglo-saxons. Tout ça fait que l'immobilier, finalement, est moins volatile, est moins réactif, je dirais, pour le meilleur et pour le pire, face à ce type de soubresaut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de crise possible ou potentielle, possible, qu'il n'y a pas de moments difficiles en immobilier, mais on voit bien qu'en fait, la notion de valeur refuge se vérifie. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est que le fait de résister à un certain nombre de chocs, parce que quand même, si on prend la longue période, l'immobilier a résisté à des chocs incroyables. Le Covid, des crises économiques, la crise de la zone euro, etc. Ce qui, moi, me paraît intéressant, c'est que finalement, le scénario ou l'anticipation de la plupart des acteurs, selon laquelle, finalement, on a atteint le pic des taux d'intérêt en septembre, des taux directeurs de la Banque centrale, en septembre 2023,
Donc ça veut dire que l'immobilier en termes de valorisation a mangé son pain noir et on va entrer dans un cycle, et c'est déjà le cas depuis juin, de baisse des taux et puis baisse des taux de crédit, baisse de l'accès, finalement du coût d'accès à l'immobilier. Finalement, ce scénario-là n'est pas déjoué. Or, ce qu'il faut bien voir, et Pierre le sait encore mieux que moi, c'est que ce qui est presque aussi important que le niveau des taux d'intérêt, c'est les anticipations sur le niveau des taux d'intérêt et la perspective de baisse des taux et donc d'un retour à meilleure fortune de l'actif immobilier en général, qu'il soit résidentiel, qu'il soit professionnel. Ce scénario-là, aujourd'hui, n'est pas déjoué. Il est lent pour les raisons d'amortisseurs et les raisons de lenteur structurelle que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais finalement, ce scénario-là, il est plutôt conforté. On voit bien que les taux de crédit, même durant ces 3 semaines d'arrêt, de suspension politique, on va dire, finalement, n'ont pas augmenté. Ils ont même plutôt baissé, en fait. C'est une sorte de geste commercial de la part des banques pour faire revenir les particuliers sur l'immobilier. On reste aux alentours, je crois, de 3,70 pour 20 ans. Donc on voit bien que l'immobilier valeur refuge, ça veut dire quelque chose. Ça veut aussi dire une valeur plus lente. Et effectivement, cette crise ou cette pression sur la valorisation de l'immobilier par le niveau des taux, elle perdure dans le temps. On reste dans une situation qui n'est pas idéale. Mais l'immobilier demeure, on pourrait presque dire plus que jamais, une valeur refuge. Alors, je vais le compléter tout de même en disant que sur ce sujet-là, en fait, le vrai sujet d'un effondrement, en fait, il vient toujours du fait qu'il n'y ait plus d'acheteurs. Mais l'acte d'achat n'est pas juste un acte rationnel. Il est toujours alimenté soit par un besoin, soit par un désir. En fait, les difficultés que rencontre l'immobilier, pas associées à l'instabilité politique, plutôt en fait à la séquence des 2 dernières années, elles doivent être envisagées selon 2 prismes. Celui du désir, celui de la capacité de transformer ce désir en acte d'achat. Et en réalité, là, effectivement, tu as raison, Daniel, c'est qu'il n'y a pas d'attaque aujourd'hui en termes de désir d'acheter de l'immobilier. Le désir est toujours là. Le jour où il y aura en fait une attaque sur ce désir, les gens n'auront plus envie d'eux. Là, pour le coup, on pourrait rentrer dans un cycle beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, les difficultés qu'ont parcouru, ont traversé en fait le secteur, il n'y a que la capacité à transformer ce désir en acte d'achat, essentiellement à travers la baisse du pouvoir d'acheter liée au fait que les taux ont augmenté. Je rappelle simplement une chose toute simple. Lorsqu'on emprunte sur 20 ans, 1 000 € de mensualité par mois, eh bien concrètement, lorsque les taux sont à 1% et passent à 4%, le banquier vous dit, vous aurez 25% en moins. La capacité d'emprunt est altérée de 25%, tout simplement parce que les taux ont monté à mensualité constante. Donc naturellement, ce n'est pas le désir qui est attaqué, ça a été pendant un temps le pouvoir de transformer ce désir en acte d'achat. Et aujourd'hui, la seule question qui vaille, pour revenir à la question de la stabilité politique et de l'effondrement, il pourrait y avoir aussi dans ce marché si on continuait d'attaquer la capacité de transformer ce désir en acte à travers une augmentation des taux d'intérêt. On constate bien que les taux d'intérêt ne montent pas, donc il n'y a aucune raison que finalement la solvabilité des ménages soit altérée. Et donc naturellement, même au contraire, on devrait pouvoir en fait revenir sur un marché finalement plus normé à travers un désir qui pourra de plus en plus être en capacité de se transformer en acte. Et je rebondirai, mais pour renforcer ton propos, le désir le plus fort, c'est quand même le besoin. Et quand on parle de marché résidentiel ou d'autres marchés comme l'immobilier de santé ou comme d'autres marchés, ils sont alimentés par des notions de besoins structurels. C'est un besoin primaire, se loger, se soigner, s'éduquer, c'est un besoin primaire, c'est donc un besoin et ça prête donc à un ajustement par les quantités plutôt que par les prix, ou plus exactement, à se dire que l'acte d'achat, il est de toute façon un choix qui n'est pas que un choix calculatoire ou spéculatif. Donc tout ça, ça nous amène en immobilier à la distinction entre actifs cycliques, bureaux, commerce, etc., et actifs plus acycliques, c'est-à-dire qui répondent plutôt à une logique de besoin et de démographie qu'à une logique de désir et d'économie. Alors du coup, pour conclure, à la question de l'effondrement, pour nous, elle est extrêmement claire. Il n'y a aucune raison pour que, d'un point de vue macroéconomique, la France chute ou trébuche. À part, elle pourrait le faire si les taux montaient. Nos perspectives, on le voit déjà, en fait, sont que les taux ne monteront pas. Bien au contraire, elles baisseront. On pourra l'évoquer, en fait, un petit peu plus tard sur les raisons pour lesquelles ils baisseront. Concrètement, pas d'effondrement d'un point de vue économique en France. Et de la même manière, pour l'immobilier, pas d'effondrement. L'immobilier a pillé, mais n'a pas rompu, avec une distinction en termes de valorisation entre des actifs cycliques et des actifs
par définition plus résistant parce que correspondant à des besoins structurels, le résidentiel, la santé et d'autres immobiliers, je dirais, opérés.